Bonjour. En attendant les derniers inscrits, je rappelle rapidement ce qu'est le portail Keox, qui propose ce rendez-vous en exclusivité à ses abonnés. Le site keox.fr permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables aux professionnels du bâtiment. Il contient aussi les analyses des meilleurs experts publiées dans 5 classeurs mis à jour régulièrement et la revue complément technique. Par ailleurs, tous les abonnés reçoivent 2 fois par mois une newsletter qui leur permet de ne rater aucune actualité des semaines précédentes. Et comme chaque mois, nous avons proposé aux abonnés de s'inscrire pour assister en direct au rendez-vous d'aujourd'hui, qui porte sur un des aspects de la loi sur le logement, dite loi Elan, publiée le 24 novembre 2018. Alors nous avons le plaisir d'accueillir un expert en sécurité incendie, Jean-Charles Dubélé, qui revient nous voir pour nous présenter la nouvelle catégorie de bâtiments introduite par la loi Elan, l'immeuble de moyenne hauteur. Alors ce webinaire se propose de développer les objectifs de cette nouvelle réglementation et différents aspects de sa mise en pratique. Pour cela, Jean-Charles Dubélé a réalisé un film qu'il commentera en direct. Donc avant de lancer la vidéo, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions via la boîte de dialogue sur la droite de l'écran. N'hésitez pas à utiliser le bloc questions et nous nous retrouvons à la fin du film pour y répondre. Je laisse la main à Jean-Charles Dubélé. L'IMH est introduite par la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan, dont l'acronyme signifie évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Les travaux qui conduisent à la création d'un IMH ne peuvent être exécutés pas après autorisation de l'autorité en charge de police. Cette présentation est uniquement basée sur les informations données par le dossier accompagnant la loi Elan. L'objectif est de rendre plus lisibles les stratégies de réponse face à un incendie. Selon les explications présentées dans le dossier de justification, l'intervention des secours par l'intérieur des bâtiments est désormais bien plus aisée et des dispositions spécifiques peuvent la faciliter. Ce même dossier présente des communications verticales internes qui permettront plus facilement d'accéder pour les services de secours. Actuellement, les changements de destination sont très coûteuses. Cette nouvelle classe d'IMH sera un compromis pour répondre à la demande. L'objectif est donc de faciliter la réversibilité des bureaux en logement par un rapprochement normatif. Cette nouvelle réglementation sera écrite en obligation de résultat autant que possible. Par le suivi de solutions de référence, c'est-à-dire des objectifs de moyens déterminés à l'avance par le pouvoir réglementaire. Soit en mettant en œuvre d'autres moyens qui permettent d'atteindre le même résultat ou des résultats équivalents, la charge de la preuve reposant alors sur le maître d'ouvrage. Une nouvelle accroche législative dans le Code de la construction a permis d'introduire la notion d'immeuble de moyenne hauteur. Les immeubles de grande hauteur ont pu être définis selon des hauteurs différentes en fonction de l'usage principal retenu. Mais dès lors que l'on crée une catégorie non basée sur l'usage du bâtiment, il convient de créer et d'avoir une nouvelle accroche législative. Ainsi, les articles L 122-1 et L 122-2 ont été modifiés le 24 novembre 2018. Je vous ai dessiné, à ce titre, un petit quartier de Puteaux, où vous avez, dans l'espace de 3 hectares, une multitude de bâtiments de hauteurs différentes. Certains bâtiments sont bien classés IGH, d'autres sont classés en 4e catégorie, d'autres
en troisième famille B, etc., etc. Ce quartier est très hétérogène car les principes d'évacuation sont différents entre un IGH et par exemple un immeuble de bureau. La problématique vient dans le nombre de dégagements, les dispositions constructives, les systèmes de sécurité incendie et évidemment les agents de sécurité. L'immeuble de moyenne hauteur va simplifier en harmonisant la totalité de ces bâtiments conçus entre 28 mètres et 50 mètres. Et encadré par trois codes, code de l'habitation, code du travail et code de l'urbanisme. Au sein de ces codes, on renvoie à des arrêtés, donc les arrêtés types pour les codes de l'environnement, les arrêtés encadrant les ERP, donc 22 types de ERP différents, et l'arrêté emblématique du 31 janvier 86. On se retrouve sur un cas, voilà, on a quasiment 28 règlements différents en France. D'où cette difficulté. Donc, le premier problème, c'est cette hauteur de bâtiment. Elle est régie par les engins de secours. Ainsi, un projet est analysé et instruit en fonction de son accessibilité aux voies engins et voies échelles. Dans certains cas, notamment en logement, si le bâtiment n'est pas accessible par une voie échelle, il faut prévoir des dispositions, notamment de désenfumage, importantes. C'est la troisième famille B. Vous voyez à l'écran la difficulté d'accessibilité. L'accessibilité des façades rentre évidemment dans la stratégie de l'attaque du feu en France. Cette accessibilité est régie par des voies, notamment la voie échelle, qui doit avoir des caractéristiques très précises de pente et de solidité pour mettre les stabilisateurs en marche. C'est ce que vous voyez à l'écran. Alors, premier constat, un immeuble de bureau, lui, est classé IGH au-dessus de 28 mètres. Les conséquences immédiates en exploitation sont les agents de sécurité. Il faut 3 agents de sécurité dédiés en permanence à la surveillance de l'IGH. Alors, 3 en permanence, ça veut dire qu'en 3-8, ça fait 9 agents dédiés à la sécurité. C'est un coût très important. De plus, les règles sont rétroactives. Dans un IGH existant, on doit rétroactivement l'encadrer, notamment il y a le passage d'une commission de sécurité. En revanche, un immeuble d'habitation collectif, c'est très différent. Il n'y a pas de commission de sécurité qui passe, il n'y a aucun contrôle de l'administration en phase d'exploitation et aucune rétroactivité n'est faite s'il n'y a pas de travaux. La différence entre un IGH, ne serait-ce que dans l'exploitation, et une quatrième famille est très différente dans l'exploitation. On va voir après l'aspect construction. Un exemple assez courant, c'est la résidence de tourisme. À l'écran, vous voyez un bâtiment de 12 étages. Ce bâtiment de 12 étages, soit 36 mètres, serait classé, s'il était ERP de type O, forcément en IGH, GHO. Dans le cas présent, c'est une résidence de tourisme. La résidence de tourisme est classée en quatrième famille, en foyer logement. Ça n'a rien à voir. Les règlements sont totalement différents. En hôtel, il aurait fallu prévoir du sprinklage si l'hôtelier aurait souhaité mettre du potentiel illimité ou beaucoup plus supérieur que la moyenne. Le sprinklage impose des bâches à eau, un débit de 1000 litres par minute sous une pression de 7 bars. De plus, un PC de sécurité et une aire de concentration d'engin est obligatoire devant un IGH, pas dans une résidence de tourisme. Vous voyez, pour une activité quasi identique, on a des règles complètement différentes. Les coûts d'exploitation, vous l'avez vu, sont très différents. Les agents, le groupe électrogène, bâche à eau. Les coûts de construction, on ne les a pas encore développés, mais sont également très différents en IGH. Là, je vais vous présenter en image de synthèse le dernier IGH qui a été livré à la Défense, la Tour D2.
D'entrée, on voit que les matériaux dans les circulations horizontales et les halls sont assez minérales. Ce sont des matériaux obligatoirement incombustibles, c'est-à-dire métaux, verre, marbre, granit, plate, staff. Sol est toléré sur 15 mètres carrés, un petit peu de mobilier. Et encore, cette tolérance est réglementaire depuis peu, depuis 2011. Ces règles, en effet, ont été révisées en 2011 afin de permettre d'intégrer toutes les architectures les plus contemporaines. À l'écran, un deuxième projet qui n'a pas été réalisé. Ce projet intègre une multitude d'ERP et d'activités dans le même dossier, dans la même opération. Vous allez voir les conséquences qu'il peut y avoir. C'est un projet qui a été programmé avec beaucoup de succès, mais il faut tout sprinkler. On a des ERP, des logements, des bureaux, des hôtels. Donc le bâtiment est très complexe. De plus, les résistances au feu de toutes les structures en IGH doivent répondre à des performances de résistance au feu importantes, de l'ordre de 2 heures jusqu'à 200 mètres, puis 3 heures dans le cas d'ITGH. Les éléments concernés sont évidemment les poteaux, les poutres, les planchers, les parois entre compartiments, les parois des escaliers et des sas. Ce n'est pas du tout le cas en 4e famille. Vous allez voir qu'en IMH, ça sera un compromis entre les dispositions réglementaires les plus pertinentes. Les façades des IGH, ainsi que de 4e famille, sont également encadrées par des règles très précises. En IGH, on a une attestation obligatoire par un laboratoire agréé. Effectis, CSTB, CERIB. Les façades des IGH, les façades sont extrêmement précises. Il faut respecter évidemment un CPLD, mais également une nature de matériaux de type A1, A2. Ça, c'est l'IGH que vous voyez à l'écran. Le C+D, on va le voir un petit peu après, est évidemment obligatoire. On s'aperçoit que ce sont des dispositions importantes et qui seront très certainement conservées dans l'immeuble de moyenne hauteur. Vous voyez à l'écran un incendie qui a eu lieu. Ce bâtiment de logement possède un C+D efficace, puisque dans cet incendie, il n'y a eu aucune victime et surtout aucune propagation par les façades. Donc, ce compromis sera fait par des scientifiques, des officiers pompiers, des ingénieurs, et ce texte permettra d'encadrer tous ces risques. On l'a vu assez récemment, il y a un peu plus d'1 an et demi, au Royaume-Uni, les façades ont engendré un drame épouvantable. En IGH, on a également un SSI de catégorie A qui est obligatoire. Alors, c'est un véritable automate à l'échelle d'un bâtiment. Vous voyez à l'écran, lorsqu'il y a un incendie, automatiquement, le SSI informe le PC de sécurité, les agents, et met en sécurité le niveau concerné par le moindre déclenchement d'un incendie. La détection incendie met le niveau en sécurité. Alors vous allez voir, mettre un niveau en sécurité, c'est par exemple assurer le compartimentage. Ce principe sera suggéré dans les règles IMH, ainsi que cette automatisation par un SSI de catégorie A. Le principe est d'isoler horizontalement un niveau par rapport à l'autre. Ce principe est très retenu dans les projets. Ça permet évidemment dans chaque compartiment d'avoir une liberté de cloisonnement absolue. C'est l'image que vous voyez. Donc ce principe sera suggéré dans l'IMH. Une autre disposition actionnée, c'est le désenfumage mécanique. On va sanctuariser l'escalier dans l'IMH, c'est-à-dire le mettre certainement en surpression pour éviter qu'une fumée parasite le contamine. Mais on devra également assurer le désenfumage de chaque niveau, en fonction du scénario que souhaite le promoteur. Alors le désenfumage mécanique est une disposition très contraignante, puisque en règle générale, il faut le prévoir dès la construction. Vous avez en image de synthèse comment on construit un désenfumage mécanique. On commence généralement par imaginer la trémie à chaque plancher, puis la gaine coupe-feu, qui sera munie de bouches à l'écran, la ventilation haute. C'est la ventilation haute qui
désenfume les fumées de combustion gorgées de cendres. Mais ça ne suffit pas. Il faut, pour que le désenfumage soit efficace, un balayage, et à ce moment-là, il faut prévoir une ventilation basse. Ce sont une prise d'air frais, qui est en couleur bleue à l'écran, qui est aspirée de l'extérieur, qui est soufflée dans la zone contaminée par l'incendie. Ce balayage permet d'absorber et d'extraire les fumées de combustion. Ce sont des fumées qui peuvent atteindre 400 degrés et qui ont des cendres de combustion. Donc, vous voyez, on va faire le circuit de ce désenfumage mécanique qui n'est pas très bien compris. Ce sont bien des volets et non des clapets. Seul le volet concerné par le niveau contaminé, là, je vous ai fait rentrer dans une gaine de désenfumage. Donc, on est en ventilation basse, on est l'air frais, on arrive au niveau concerné par l'incendie, le volet s'ouvre, puis balaye la zone, le couloir ou le compartiment, enfumé par l'incendie. Ces fumées sont aspirées, sont extraites par un moteur qui tient à 400 degrés dans le volet de la ventilation haute, puis repart vers l'extérieur, évidemment, et on le refoule dans l'atmosphère. On est dans une disposition exceptionnelle d'incendie. En deux mots, la réglementation IGH sera écrite en obligation de résultat. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage aura le choix, d'imaginer comment il va construire son bâtiment. Soit, par exemple, en une évacuation générale, comme on le fait aujourd'hui dans un immeuble de bureau, soit par une évacuation ponctuelle, comme on le fait en IGH aujourd'hui. Voilà. Le principe, ça sera de se rapprocher de la réglementation existante afin d'économiser 1 000 € par mètre carré par rapport à un IGH. Le service de sécurité ne sera plus obligatoire dans les zones privatives, évidemment. Enfin, l'objectif, c'est de simplifier le changement d'usage et la mixité d'usage au sein du même établissement. Par exemple, un rez-de-chaussée, un magasin, un commerce, premier étage, une crèche ou une école, ensuite un centre médical, des bureaux et enfin des logements. Voilà, une mixité totale sans avoir recours à un sprinkler. En revanche, on va prendre quand même le C+D et certainement une réaction au feu encadrée soit par une prescription, soit par des guides, les guides actuels. Dans tous les cas, on va sanctuariser ces escaliers qui restent un élément essentiel en incendie. Sanctuariser, ça veut dire des matériaux incombustibles dans l'escalier. Ça veut dire absence totale de fumée parasite qui rentre dans l'escalier. Un escalier est un volume unique. Donc s'il y a un incendie au rez-de-chaussée, il contamine l'ensemble des volus. Donc évidemment, il y aura des ferme-portes, mais on peut peut-être imaginer une mise en surpression de cet escalier, voire des sas. En revanche, il n'y aura plus l'aspect incombustible des matériaux, des halls, comme vous voyez à l'écran. Si c'est un IMH logement, on pourra avoir des boîtes aux lettres, évidemment, et des matériaux un petit peu plus souples que celui qu'on peut trouver dans les IGH, c'est-à-dire incombustibles. Donc voilà, alors on peut imaginer un IMH avec une stabilité au feu entre 1 heure et 1 heure et demie. Cet IMH sera muni de C+D, très certainement. Ce C+D ou cette réaction au feu des façades sera encadrée par des guides rentrant dans le cadre de la loi souple. Enfin, des colonnes d'incendie seront intégrées certainement dans cet IMH. Ce qui est intéressant, c'est que le principe du compartimentage va être également suggéré dans le futur texte d'IMH. Le compartimentage, c'est ce principe d'évacuer horizontalement d'un plateau à l'autre. Ça diminue l'effet de panique et ensuite on peut différer une évacuation d'un compartiment à l'autre. Les espaces d'attente sécurisés seront également intégrés
dans l'immeuble de moyenne hauteur. Ces espaces d'attente sécurisés, vous voyez à l'écran, c'est pour les usagers en fauteuil. En cas d'incendie, ces usagers auront la possibilité de se réfugier dans un espace d'attente sécurisé qui peut être ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire un local dédié, mais ça peut être également une autre zone de sécurité. Enfin, l'intercommunication sera imposée à tous les étages, c'est-à-dire un interphone qui permet de communiquer entre chaque étage et par rapport au rez-de-chaussée. Ça permet d'adapter l'attaque du feu. Pour finir, l'IMH va supprimer la 4e famille, l'IGHW1 et l'IGH de type GHZ. Excusez-nous pour les erreurs de présentation. C'est une première de présenter un film commenté. Alors, merci beaucoup Jean-Charles Dubélé pour cette intervention. Alors, nous allons faire une toute petite pause, le temps de récupérer vos questions. Je rappelle que vous pouvez les poser, toutes les explications s'affichent actuellement sur votre écran. Donc, nous interrompons quelques instants. À tout de suite. Donc voilà, nous sommes de retour. Donc avec une première question, quelqu'un qui veut savoir ce qu'est la CHC. Alors, la CHC, c'est la circulation horizontale commune. Dans un IGH français, tous les locaux, obligatoirement, doivent donner dans une circulation horizontale commune qui est coupe-feu. 1 heure, munie de porte par flamme une demi-heure. Dans cette circulation, dans ce couloir, si vous voulez, partie commune, tous les matériaux sont incombustibles, sont M0. Cette circulation amène évidemment aux 2 escaliers obligatoires en IGH. Alors, une deuxième question de vocabulaire. Que veut dire C+D? Le C+D, c'est en effet, ce n'est pas un acronyme, mais ce sont 2 valeurs, deux valeurs de distance. Le D comme distance horizontale, le C comme une hauteur verticale. Il faut d'un étage à l'autre, que ce soit en logement, en IGH ou dans certains cas de RP avec locaux à sommeil, il faut que ce C+D soit supérieur à 1 mètre. Exemple, si nous avons un balcon de 80 cm et une retombée sous le balcon de 20 cm, on a bien 80 plus 20 égale 1 mètre. Le C+D, c'est ça. Alors, pas mal de questions qui tombent là en ce moment. Au niveau plus réglementaire, sous quel délai devraient être pris les arrêtés correspondant au nouveau classement IMH? Est-ce que vous savez? Alors, ça c'est une question pour l'administration, mais a priori, le gouvernement actuel est quand même très pressé. Normalement, le décret devrait être rédigé et puis publié avant avril 2019. L'arrêté d'application ou les arrêtés d'application, si on encadre la rénovation puis le neuf, donc les 2 arrêtés d'application seront rédigés en parallèle du décret, mais seront publiés certainement vers l'été 2019. Alors, pouvez-vous
vous rappeler où trouver l'article 30 et les motifs? Alors, l'article 30, c'est l'article 30 de la loi Elan qui a été publié au JO le 24 novembre 2018. Ça, vous le trouvez sur Légifrance. En revanche, tout ce que je vous ai présenté, vous le retrouvez dans l'exposition des motifs de l'article, attention, de l'article 10 du projet de la loi Elan. Un certain nombre d'articles ont été rajoutés ou supprimés. Donc, vous retrouvez ça au journal officiel d'avril 2018. C'est l'article 10 du projet de la loi Elan. Et vous retrouvez tout le texte que je viens de vous présenter dans les motifs et l'étude d'impact de l'article 10. Alors, je ne sais plus si vous avez déjà répondu. La CHC restera-t-elle obligatoire en immeuble moyenne hauteur? A priori, non. La CHC du type IGH, c'est-à-dire matériaux totalement incombustibles et figés, certainement pas. En revanche, il y a des grandes chances pour qu'une circulation horizontale commune soit imposée avec un cadre précis, normalement du désenfumage, mais tout dépendra de la logique globale. Certains projets pourront être analysés en engineering. Quelles seront les prescriptions concernant la réaction au feu des matériaux d'isolation et de revêtement de façade en cas d'ITE? Alors, aujourd'hui, je ne peux rien vous dire, c'est encore en discussion, mais il y a des grandes chances pour qu'on ait plusieurs solutions suggérées. La première solution sera certainement des matériaux entre A2 et B, plus un C plus D. Une deuxième solution sera de s'inspirer, enfin de suivre les guides répondant à la loi Souble. Il y a 3 guides de façade qui existent actuellement, il y en aura certainement un 4e. Et dans ces guides, on peut aller bien au-delà d'un catégorie B de réaction au feu. On peut arriver jusqu'à pourquoi pas du C, c'est-à-dire anciennement du M2. Mais là, ça sera précisé dans l'arrêté et ça sera une analyse globale du risque. Alors bonjour, qu'en est-il des exploitations différentes? Y aura-t-il un unique responsable de la sécurité? Alors bien évidemment oui, puisqu'on parle d'immeubles multi-activités. C'est d'ailleurs l'objectif du gouvernement actuel de limiter les déplacements, les transports. Donc on aura plusieurs activités du type ERP, bureau et voire logement dans le même immeuble. Il faudra forcément un responsable unique de sécurité dans le bâtiment aux yeux de l'autorité de police, c'est-à-dire la préfecture. Le classement des 4e familles en IMH sera-t-elle une mesure rétroactive au 31 janvier 1986? Alors oui, alors la question, ce que je comprends dans la question, c'est est-ce que les 4e familles seront transformées en IMH automatiquement? Alors la réponse est non. Tout bâtiment de 4e famille qui existe reste dans son cadre réglementaire de sa construction. En revanche, en cas de rénovation, vous avez le droit de redéposer un permis pour un changement de destination en créant en effet des zones ERP. Et à ce moment-là, c'est un permis de construire qui sera automatiquement et obligatoirement instruit par l'autorité de police. Donc pour répondre à votre question, pour passer d'un 4e famille à un IMH, il faudra déposer un permis. Je pose la question sur le calcul. Quel calcul prendre en compte pour les UP des escaliers IMH? Est-ce que je peux répondre à cette question? Alors oui, vous aurez, je ne veux pas anticiper sur le projet d'arrêté, mais très certainement vous aurez les deux solutions. Soit la solution actuelle, traditionnelle, c'est-à-dire un immeuble de bureau ou un ERP, on cumule les effectifs pour prévoir les dégagements en harmonie avec le nombre des effectifs. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, sauf en IGH. On pourra éventuellement proposer la même technique en IMH, c'est-à-dire on évacue uniquement que le niveau concerné, mais il faudra prévoir un SSI, il faudra prévoir le scénario qui va bien et l'encadrement qui va bien. Beaucoup de questions. Alors, après la date de publication des arrêtés, le critère d'application sera-t-il la date de dépôt initiale du permis de construire?
Alors, le principe français, c'est qu'on applique la réglementation applicable le jour du dépôt de permis. Si vous avez construit ou si vous avez un permis d'IGH aujourd'hui, forcément, vous ne pourrez pas appliquer l'IMH sans redéposer un permis. Lorsque l'ensemble du corpus IMH sera publié au journal officiel, c'est un décret arrêté, à ce moment-là, il vous faudra redéposer forcément un permis après la publication des textes IMH. Si vous ne déposez pas de permis, vous serez toujours sur la base du classement précédent. Alors, y aura-t-il des dispositions communes et particulières pour les IMH habitation et les IMH bureaux? Non, puisque on a dit que ce nouveau bâtiment permet l'habitation, les bureaux, les ERP dans le corps même du bâtiment. Donc, il n'y aura pas de spécificité pour chacun de ces cas. Alors, je suis pas sûre de comprendre la question. Utilisation possible d'escaliers déportés au noyau type CHC, est-ce que vous comprenez? Alors, non, je comprends pas la question. Néanmoins, a priori, toute circulation horizontale commune dans l'IMH réunira les escaliers. Oui, ce sera... je comprends pas bien la question d'escalier déporté, hein, mais bon. Y aura-t-il des prescriptions spécifiques pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques? Bah, il y aura les prescriptions qu'il y a aujourd'hui. Hein. Une gaine d'ascenseur sera totalement isolée des niveaux desservis. Les paliers d'ascenseur seront également isolés. Il y aura certainement les deux solutions qu'on a aujourd'hui dans l'IGH. Hein. Soit c'est la gaine d'ascenseur qui est isolée, soit c'est le palier qui est isolé par rapport au reste du compartiment. Est-ce que dans le cadre IMH, c'est-à-dire un seul règlement pour les bâtiments des logements ERP et lieux de travail? Je crois qu'on a répondu. Alors, si je comprends bien, dans le cadre d'IMH, il n'y aura qu'une règle IMH où on pourra intégrer les différentes activités, hein, bureaux, bâtiments, logements. En revanche, dans chacune des zones, hein, il faudra respecter le code correspondant. Dans la zone code du travail, vous avez des prescriptions d'ergonomie ou autres qu'il faudra respecter dans la zone code du travail. Ce qui sera commun, c'est évidemment l'ossature générale, les réseaux généraux, les équipements, le CTA et les enveloppes d'isolation entre zones. Encore le même type de question, sera-t-il, je prends une toute dernière question. Si, ça l'est pas mal. Alors, si IMH habitation, doit-on avoir des EAS? Alors, c'est une bonne question. Les personnes handicapées, qu'on soit en immeuble de bureau, ERP ou habitation, ne peuvent pas. Certaines ne peuvent pas évacuer d'une façon immédiate. Hein. Ce sont une évacuation différée. Alors, votre question est, devra-t-on, dans un immeuble de moyenne hauteur d'habitation, prévoir des EAS? En fait, tout sera laissé au concepteur, et ce sera le mot de la fin. Hein. Toute l'analyse globale devra être faite par le concepteur. S'il y a une réelle engineering à faire, il faudra faire appel éventuellement à un laboratoire agréé pour cela. Pour répondre à votre question très clairement, un logement coupe-feu 1 heure qui a une fenêtre qui s'ouvre vers l'extérieur peut être finalement un EAS. S'il y a le feu dans ce logement, il faudra prévoir une autre zone d'espace d'attente sécurisée. Bien, merci beaucoup, Monsieur Jean-Charles Lubélé, pour ces explications très claires et pour avoir répondu à toutes ces questions. Alors, je vais passer à la diapositive suivante. Décidément, on a des problèmes techniques. Voilà.
Voilà. Donc je voulais juste rappeler une petite présentation sur Jean-Charles Dubellay et vous rappeler que le prochain rendez-vous aura lieu le 15 janvier 2019 à 14h30. Nous recevrons Alain Popinet qui nous fera part de son expertise de la conception et du calcul des voûtes en pierre. Je remercie tous les participants, je remercie encore Monsieur Jean-Charles Dubellay. À très bientôt, au revoir.